Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 15 octobre 2022. Cette semaine, la représentation nationale a encadré à travers une loi le droit de grève dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Soumis à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018 a été voté par les députés de la 8e législature le mardi 11 octobre dernier. Une semaine avant, les députés ont adopté à l'unanimité le mardi 4 octobre 2022 la loi numéro 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Cette loi adoptée par les parlementaires octroie au chef de l'État le pouvoir de suspendre l'exécution d'une peine. Nous en parlerons ce matin au cours de ce décryptage. Nous en parlerons avec Agapite Napoléon Maforican qui est consultant média communication, analyste, chroniqueur politique. Il sera face à un juriste de formation, avocat inscrit au barreau de Cotonou. Il est le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Maître Aboubakar Baparapé est convié sur ce plateau pour en parler. Nous parlerons également, si le temps nous permet, de cet incident au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga CNHU HKM de Cotonou, un incident qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le week-end dernier. Nous en parlerons au cours de cette émission. On retrouve mes invités pour le décryptage, mais avant, je vous invite à suivre cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Cotonou, Agbadjoromede et Akpakpa dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve pour le décryptage. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoromede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Mes invités sont déjà en plateau. Aboubakar Baparapé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Agapite. Bonjour, Agapite Napoléon Maforican. Un plaisir. Ça n'a pas été facile pour l'un et pour l'autre, mais c'est toujours un plaisir. Le plaisir partagé. Oui, vraiment. Le plaisir partagé. Bon, merci beaucoup. Tout le plaisir. Voilà. Alors, Aboubakar Baparapé, vous êtes juriste de formation. Oui. Le droit de grève, l'encadrement a été étendu au secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Oui. Dites-nous, est-ce que selon vous, c'est une avancée pour le Bénin? Bon, monsieur le journaliste, je ne dirais pas que vous rentrez dans la provocation en demandant à un avocat d'abord et ensuite un militant, un vétéran du militantisme et particulièrement en matière des droits de l'homme, lui demander si l'extension de la restriction que nous vivons est condamnée d'ailleurs
et par les organisations internationales est une avancée, vous avez dit, hein? Demandez si c'est une avancée. Alors, vous-même, vous connaissez la réponse puisque l'auteur de ce texte, donc de l'extension, avait déjà lui-même dit devant les hommes d'affaires français, à savoir le président de la République. Donc je peux dire, disons, est-ce que c'est l'humilité? Donc de reconnaître qu'effectivement, c'est un recul démocratique, un véritable recul démocratique, et que lui l'assume devant un parterre d'investisseurs français qui, à la grande surprise de tout le monde d'ailleurs, les experts en communication ont eu à le noter, mais lorsqu'il a dit ça, mais les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les banquiers qui étaient là ont applaudi. Et ça vous a surpris? Mais moi, ça vous a surpris bon, ou ça vous a non, choqué? pour un pays qui se réclame de, comment on appelle, Défenseur des de droits. défenseur universel des droits de l'homme, tout ça, et c'est surprenant. Mais ça ne surprend pas parce que c'est, comment on appelle ça, exploiteur de tous les pays, unissez-vous. Et comme on le dit, prolétaire de tous les pays, et unissez-vous, c'est exploiteur de tous les pays, unissez-vous. Donc, ils ont applaudi, mais en voyant leurs intérêts, c'est-à-dire s'ils viennent investir au Bénin, ça veut dire que, donc, c'est le, comment on appelle, ce serait un silence de cimetière, ils pourront exploiter comme ils l'entendent sans risquer de se voir bloqués dans cette exploitation par les grèves. Donc, ils ont applaudi, bien que le président ait reconnu que c'est un recul démocratique, mais c'est ce qu'il cherche. Vous avez vu, généralement, quand un Africain, président africain, exploite son peuple et terrorise un dictateur, n'est-ce pas, les Occidentaux, mais il lui débroule le tapis rouge. Mais par contre, comme au Mali, les Goïta, comme à l'époque, les Kadhafi, comme, comment il s'appelle, Thomas Sankara, quand vous êtes du côté de votre peuple et que vous êtes à l'écoute du peuple, de ses souffrances, n'est-ce pas? Eh bien, vous devenez l'ennemi numéro 1 des Occidentaux. Vous êtes l'homme à abattre. Il faut voir, bon, on ne va pas étendre les choses. Donc, de ce point de vue, je viens. Ça ne peut pas être une avancée, c'est encore... on s'enfonce dans le recul par cette extension. Bon, moi, c'est... Oui. Est-ce que Agapit Napoléon Foïkan partage l'avis de Aboubacar Bekaraté? Est-ce que selon vous, c'est un recul davantage ou pour vous, il s'agit d'une avancée? En fait, Maître a raison, parce qu'il est dans un secteur, dans une lutte, dans une posture qui ne peut pas lui permettre de dire que c'est une avancée. Mais ouais, pour trouver que c'est une avancée, ou c'est un recul, ça dépend de la position que vous occupez. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà, dit-on. La montagne a deux faces. Ça dépend de là où vous êtes. En réalité, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi n'arrive-t-on à encadrer? Et c'est là toute la question, que la problématique du débat sur la question des grèves, des limitations. Question dont le fondement ne prend pas source seulement sur le président Patrice Talon. C'est déjà un vieux sujet sur le président Kérékou, qui est revenu largement sur le président Yahi, avec déjà la loi qui intégrait aux paramilitaires donc le droit donc, de pouvoir manifester, de pouvoir faire la grève. Cette loi a été étendue et beaucoup plus généralisée sur le président Talon, avec les grèves sans fondement, sans service minimum, dans des secteurs aussi vitaux que l'éducation et la santé. Donc, l'action publique, c'est la régulation des libertés individuelles.
aucune liberté individuelle ne peut trouver sa pleine satisfaction si les libertés collectives, si les droits collectifs ne sont pas régulés pour que l'individu puisse jouir pleinement des siens. Alors, vous parlez de régulation. Lorsque, au nom de la liberté d'expression, la liberté de manifestation, des corps humains en débrayage, empêchant les populations d'avoir droit à des services dont l'État garantit la jouissance, il appartient à l'État de prendre des mesures idoines pour permettre que pleine jouissance soit donnée à l'individu. Et lorsque des secteurs aussi sensibles, que ceux dont nous parlions, la magistrature par exemple, la santé par exemple, qu'aujourd'hui l'hydrocarbure, on parle de l'aéronautique par exemple, lorsque quelqu'un est gravement malade, blessé, devrait pouvoir être évacué, et au nom des libertés de corps, l'avion ne peut pas décoller, ça pose un problème. Ça pose un gros problème parce qu'il y a une vie ou des vies qui sont en danger. Et la vie, elle vaut aussi bien que pour le syndicaliste, que pour l'homme de pouvoir, que pour le citoyen lambda qui a droit à des services publics par ailleurs. Donc, pour moi, la question n'est pas de savoir si c'est une avancée ou un recul. C'est une réponse appropriée que l'État donne à des situations de non-maîtrise de la jouissance exagérée ou désordonnée des libertés individuelles. Les libertés individuelles. Merci à vous, capitaine Apollon Fréquent. Je retourne vers vous, maître Baparapé. Dites-nous, est-ce que, à y voir de près, lorsque nous parlons du droit de grève, est-ce que vous n'avez pas noté par moment, par le passé surtout, des périodes où il y avait eu des abus dans l'exercice de ce droit-là? Des abus qui étaient préjudiciables aux citoyens? Non, vous voyez, il ne faut pas faire des amalgames. Nous sommes dans une communauté dans laquelle on parle de communauté internationale. Et cette communauté a des règles. Et nous nous insérons dans ces règles-là. Alors, qu'on soit du côté du pouvoir ou de l'autre côté, ou qu'on soit neutre, mais il y a des fondamentaux sur la base desquels la société doit pouvoir évoluer. Qu'appelle-t-on pouvoir régalien? Allez-y. Alors, quand on dit pouvoir régalien, ça veut dire que c'est l'autorité que la loi investit de tous les pouvoirs pour conduire, n'est-ce pas, le peuple vers le bien-être. Alors, en même temps qu'on lui donne tous ces pouvoirs, mais il y a ce qu'on appelle aussi les contre-pouvoirs, l'Assemblée, la justice, ainsi de suite. Nous parlons d'un système démocratique, monsieur le journaliste. Nous ne parlons pas d'un système où c'est un individu qui, suivant ses humeurs, donc dit, c'est ça là que je veux. Et une fois qu'il exprime la volonté de le faire, il y va. C'est là le gros problème et c'est l'erreur que commet mon vis-à-vis. C'est vrai, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Mais écoutez, sans l'expression des droits fondamentaux, mais la liberté aussi, elle est sacrée. Alors, ou bien nous nous trouvons dans un système qui se dit système démocratique, où les règles de jeu sont connues, où les droits, les libertés, donc consacrées par la Constitution, les libertés sont consacrées par la Constitution et par les textes internationaux. On parle d'instruments juridiques internationaux. Vous comprenez? Donc, si nous nous réclamons d'un tel système, monsieur le journaliste, et que les règles fixées par ce système-là
ne sont pas respectées. Vous voulez que nous, qui sommes les défenseurs de ce système-là, nous disons, bon, que voilà, c'est quand même des vies humaines. Non, on doit d'abord rappeler les principes, mais les réquisitions. Mais il y a un encadrement. Pourquoi j'ai parlé de pouvoir régaler? Ça veut dire que ce pouvoir, il a la possibilité d'un recadrage, de moduler les choses, mais pas d'interdire. Vous comprenez? Nous sommes dans un système, ça dit, c'est comme si on est dans un système hybride. Nous proclamons à l'égard de l'Occident ou bien de la communauté internationale, bon, que nous sommes démocratiques, mais tout ce que nous faisons est contraire, n'est-ce pas, aux règles du système démocratique. C'est ça le problème, monsieur le journaliste. Oui. Et votre éminent journaliste lui-même le sait. Et donc, c'est la position dans laquelle il se situe qui fait qu'il a des difficultés, mais, disons, à apprécier les choses. Alors, mais ceux qui sont aujourd'hui là, c'est eux qui commandaient ces grèves, non? Bloquer. Comme Adjovi avait dit, qui va rendre la mairie de Adjovi Sévérin, bien entendu, qui va rendre après avoir perdu les communales, pour dire qu'il va rendre la mairie de Cotonou ingouvernable. Donc, mais ceux qui sont ici, qui gouvernent aujourd'hui, ils ont rendu la gouvernance donc du prédécesseur et ingouvernable par les marges, par les télécommandes, c'est de notoriété. Donc aujourd'hui, bon. Merci, on vous a compris. On crée Maître un autre système on dictatorial sous le couvert donc de la démocratie. Personne n'est dupe. Alors, d'ailleurs, lui-même, c'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui a dit que lui, il est dictateur et c'est un recul démocratique, mais il faut un grain de dictature pour pouvoir évoluer. Et dans le PAG2, je crois, non? Alors, Agapit Naplément Fréquent, pour évoluer, je vous interpeller par rapport à plusieurs points. Alors, le président Patrice Talon s'est exprimé devant les investisseurs français. Est-ce que vous avez noté dans ses propos avoir affirmé qu'il est dictateur? Et également, Maître Parapé a noté que vous êtes dans une position un peu embarrassante. Je ne sais pas si c'est véritablement vrai que vous vous retrouvez dans une position embarrassante où vous ne pouvez pas défendre. Maintenant, dites-nous, en troisième position, est-ce que le droit de grève est encadré au Bénin ou il est interdit? Moi, depuis 4 ans, depuis des années, toujours, quand l'autre parle de toi, je dis, mais bon, voilà, on sait que bon, tu es dans une position embarrassante. Mais moi, c'est pas connaître ma position. Je suis arrivé ici librement, personne ne m'a demandé de l'être. Et depuis, comme je le dis toujours, moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont fait venir Patrice Talon pour voir du tout. Mais je fais que nous, on a travaillé avec le président Yahi, qui voulait faire changer les choses et qui n'a pas réussi à le faire. Et que nous estimions que la gouvernance, ce n'est pas agir pour les beaux yeux des gens, mais agir pour l'intérêt du peuple. Et que depuis que le président Talon est là, il fait ce qu'il doit faire en temps réel, en heure, en objectif, sans état d'âme, parce qu'il a besoin, c'est comme le chirurgien qui a besoin de sectionner des parties du corps, qu'importe la douleur. Si l'anesthésie fonctionne, tant mieux. Autrement, lui va au bout de l'opération parce qu'il a un serment. Le chef d'État a un serment. Donc, ce que nous apprécions, c'est le courage du président Patrice Talon. Ce n'est pas les douleurs du patient. Parce que lorsqu'on a laissé la plaie se gangréner, on ne peut pas après se plaindre des douleurs. Voilà le principe. Il faut bien choisir son camp. Le problème qui se pose, c'est que de 1990 à 2016, 2017, on a abusé de la grève. On a confisqué des copies. On a abandonné l'hôpital. On s'est réjoui de faire grève sans service minimum dans l'hôpital. Qu'importe des morts. Oui, au CNHU tout récemment, il y a une situation un dysfonctionnement, 4 morts, et tout un tollé sur les réseaux sociaux. On a dit qu'on a déjà jugé l'administration du CNHU sans même l'avoir écouté. On a déjà jugé les médecins, on a déjà jugé tout l'État. Parce que 4 personnes sont décédées. 4. Mais les grèves sans service minimum, combien décèdent? Et les gens sont heureux, ils passent à la télé en disant oui, mais nous on a fait, pas de service minimum, on va le faire. Grève illimitée. Dans le secteur de la justice, même chose. Dans l'éducation, même des années non terminées, des années hachées,
des années où on a oublié de décompter jours, heures, minutes, secondes pour pouvoir être en harmonie avec l'UNESCO, on tire, et les... Quel est cet état débridé avec un fonctionnement totalement anormal? Et on dit que la démocratie. Non, ça, ce n'est pas une démocratie. C'est pas une démocratie, c'est une démocrature. À la limite, c'est à l'antipode même du fonctionnement régulier d'une organisation. Maître, vous avez un cabinet, vous fonctionnez votre entreprise, mais vous avez des règles. Ce n'est pas au nom de la liberté de quoi que ce soit que votre collaborateur vous fait n'importe quoi. Mais l'État aussi, c'est une organisation. Moi, mon problème est tellement simple. Je suis un citoyen, j'ai des droits. Je connais les limites de mes droits. Je sais que quand je outrepasse, l'État est là. J'ai peut-être des raisons d'outrepasser, de brûler un feu, d'un rétroviseur qui ne fonctionne pas, enfin, d'un clientèle qui ne marche pas, d'une situation banale où on me prend. J'ai peut-être des raisons, j'ai peut-être ignoré, je ne sais même pas pourquoi c'est arrivé. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faudrait peut-être que nous comprenions un peu ça. Parce que l'encadrement de la grève, vous avez posé la question. Oui, la grève est encadrée au Bénin. Elle n'est pas interdite. L'encadrement Elle n'est pas interdite. L'encadrement appelle des mesures régulatoires, de régulation. C'est-à-dire que secteur par secteur, on essaye donc de voir l'importance et comment il faudrait encadrer pour que la grève, qui est une dernière arme de lutte, quand ça devient la première, lorsque vous avez votre enfant qui vient voir papa, on nous a demandé des frais de photocopie, hein, et qu'on doit amener ça demain. Si on n'amène pas, il faudrait qu'on ne vienne pas. Donc, si vous ne me donnez pas mon argent, vous n'allez pas sortir de la maison. Mais ça, c'est quelle histoire? Aucun enfant ne peut parler comme ça, je ne peux pas. Il pose son problème. On regarde. Si j'ai les moyens, je les sors. Si je ne les ai pas, je dis que j'ai entendu. Donc, je vais te le donner. Mais si l'enfant vient même avec des mesures, avec des menaces, c'est pas qu'ils font comme ça, comme l'éducation. Les pays qui ont inventé les droits de l'homme, comme je le dis toujours, dans la déclaration de 1789, il est bien dit que les libertés dont on a parlé là s'exercent conformément à la loi. Donc, pour moi, on ne peut pas me dire qu'on est en dictature, que la démocratie est en danger, lorsque le principe majeur, c'est la loi. La loi considérée comme l'élément primordial d'un état de droit. La loi votée par un parlement, régulièrement sur les normes, contrôlées, promulguées, publiées. Donc, quand le dispositif marche, pourquoi des cuidants ou des gens pensent qu'ils sont déçus encore du dispositif, ils vont dire que c'est la dictature. Donc, moi, j'estime que un pouvoir est régulièrement en place. L'apartheid a existé dans ce pays, dans ce monde. On n'est pas allé brûler l'Afrique du Sud. On a négocié. Le système n'était pas normal. On a dit que c'était un crime contre l'humanité. Mais on n'a pas pourtant négocié progressivement pour aller à la fin. Parce que c'est un système normalement mis en place en Afrique du Sud. Tout comme aux États-Unis, le vote du citoyen. Non, je n'ai pas dit que l'apartheid était une bonne chose. Mais il se fait que c'était un système. Demandez à ceux qui l'ont inventé à l'époque, ils vous diront les fondements. Quelles que soient les limites. Quand on a dit que c'est conformément à la loi, c'est conformément à la loi. Après, quand la loi est mauvaise, on se bat pour la changer. Mais on ne dit pas qu'on est en dictature. La loi est dure, mais c'est la loi à mettre. C'est-à-dire que lorsque vous sortez cette maxime en école de droit, je ne sais pas si on dit, bon, chacun apprécie maintenant la qualité de cette loi-là. On se bat contre une loi, mais on ne dit pas qu'une loi, tant qu'elle est votée dans les normes, elle est une loi de l'État, on l'applique, c'est en ça l'état de droit. Donc, oui, très rapidement, pour finir, très rapidement, parce que M. Barapé meurt d'envie de réagir. Quand on dit que le problème talent dit qu'il est dictateur, je dis, moi je ne sais pas s'il est dictateur, moi, pour les bribes de droit. Mais est-ce que vous avez déduit cela de ses propos? Pour les bribes de droit que je connais, il est régulièrement élu en 2016, réélu en 2021, il est en place, avec des institutions régulièrement en place, il n'outrepasse pas les limites présidentielles de notre Constitution. Je ne vois pas ce qu'on appelle dictateur dans le cadre de notre Constitution, que les gens défendaient tellement dont ils ne veulent même pas qu'on change une virgule. Alors, je ne sais pas si le Parti talent est au pouvoir en dehors des dispositions constitutionnelles. Donc moi, pour ce que je connais du droit public, je ne sais pas si c'est un dictateur. Pour ce que je connais de la science politique, je ne sais pas si c'est un dictateur. Mais pour moi, c'est non. En dehors de ça, l'État a régulé les conditions de grève au Bénin. Comme les Français ont autorisé l'homosexualité,
et que ça n'a pas bougé le monde. Les Africains ont du mal à autoriser la polygamie, par exemple, parce que la France... Mais pourtant, l'homosexualité, par exemple, paraît normale pour les gens. Je pense que nous devons voir, on ne doit pas regarder les autres pour prendre nos lois. Les réalités au Bénin sont au Bénin et je pense que le législateur béninois a pris des mesures qui conviennent aujourd'hui pour permettre aux services publics, aux services régaliens de fonctionner et à la communauté de vivre ensemble sans que l'un peut-être surabonde sur l'autre et que nous puissions rester ensemble sans que le vivre ensemble soit mis en danger. Maître Baparapé. Ouais, ça c'est les théoriciens. Vous voyez que je suis à l'aise. Vous voyez que je suis à l'aise dans ma justement, les théoriciens des régimes sont comme ça. De quel régime? Des régimes dictatoriaux. Ils sont comme ça. Mais écoutez, ils transforment complètement les choses pour pouvoir justifier quoi? Bon, regardez. D'abord, l'apartheid, ce n'est pas la négociation. C'est les combats. C'est les luttes sur des années. 27 ans de prison. Les Soweto, tout ça là. Bon, c'est tout finit toujours. C'est vrai. Tout finit toujours autour d'une table de négociation. Voilà. Donc, première chose, l'Afrique du Sud, c'est pas les négociations. Ça a été des combats rudes. Deuxièmement, lorsque vous dites que bon, quand la loi c'est la loi et que donc ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à lutter pour que on puisse modifier la loi, c'est ce que les Sud-Africains ont fait. C'est ce que nous aussi on a fait au temps de Kérékou. Exactement. Vous voyez, et c'est ce que nous faisons au temps de Talon pour dire non, que ces lois-là, c'est des lois. Regardez, mais il a dit que c'est à l'unanimité. Vous comprenez, toutes les lois, c'est à l'unanimité. Même si c'est une personne qui est présente à l'Assemblée, on dit à l'unanimité. Pour qu'après, ces mêmes députés Gaudio là, viennent dire, bon, à la Sénat, pardon, c'est moi qui ai la parole. C'est moi, non, c'est moi qui ai la parole. D'accord. Viennent demander, c'est nous qui avons voté cette loi-là. Mais il faut nous expliquer le fondement de cette loi-là. Voilà des exemples. Mais toujours à l'unanimité. Et lors des législatives mais si les débats sont bien faits, je viens, en non, plénière. Quel débat? On connaît, il suffit d'appuyer, la loi sort. Donc c'est pas une photocopieuse, il faut le laisser. Vous voyez, ce qu'il a dit, c'est suffisamment grave pour ceux qui ne comprennent pas. Et les gens qui comprennent les choses terre à terre, ils vont dire, mais comment le journaliste, il a raison. Et les paparapés, là, ils sont là, pour mettre les choses dans le sens de ce sens de ça. Vous comprenez? Non. Mais nous sommes dans notre rôle et tout le temps, nous disons, attention, c'est pas comme ça. Donc, lui-même a trouvé la solution en disant que quand les lois ne sont pas bonnes, il faut lutter pour pouvoir faire impulser le changement. C'est ce que nous faisons. Nous disons au président de la République, ça là, ce n'est pas bon. Parce que moi, écoutez, depuis ma jeunesse, c'est sur un plan légal que j'ai combattu. Parce qu'on était responsable, élu de l'université. C'est pas, on n'a pas fait clandestinité. Non, c'est de façon légale. Et aujourd'hui, c'est de façon légale que je suis en train de combattre les lois qui ne sont pas dans l'intérêt commun par rapport aux grèves. Mais ils présentent la grève comme si, bon, c'est un manger, quelqu'un se lève, il fait, et que donc ça fait du désordre. Non, non, je suis désolé. La grève, c'est là, extrême, lorsque le pouvoir régalien là, refuse de donner ce qui est le droit du travailleur. Vous êtes journaliste ici, vous êtes un promoteur, vous avez été employé de presse, vous êtes aujourd'hui promoteur et patron de presse, mais comprenez-moi, si vos journalistes disent que bon, tel plateau technique, c'est pas comme ça, mais ils sont obligés de vous écrire, de faire si vous refusez, ils sont obligés d'aller en grève. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si l'État régalien, qui a tous les moyens, refuse de donner le minimum dont doit jouir l'employé du CNHU, l'employé des transports, l'employé de ceci, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se taise? Qu'il meure? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc qu'il fasse mourir. Non, l'État veut faire mourir les travailleurs. Et les travailleurs disent non. Faut mourir les citoyens. Et voilà, l'État dit non. Donc la meilleure manière de se faire entendre, c'est le droit de grève. Vous comprenez?
pour bâtir une nation... Mais il leur reste quelques jours aujourd'hui pour... Non, pour bâtir une nation, il faut forcément détruire. C'est-à-dire, quand on dit destruction là, ce n'est pas... Mais c'est les révolutions qui font avancer le monde. Pas toujours. Vous comprenez? Non! Ça a toujours été comme ça. Vous comprenez? Lorsque ça vient, maintenant vous négociez. Vous restez... Il y a eu une révolution en Libye, mais... Non, ça c'est pas c'est les Occidentaux qui sont venus. Voilà. Sont les Occidentaux. Mais vous ne lisez pas en tant que journaliste, je m'excuse. Mais c'est une coalition mondiale qui est venue tuer Kadhafi. Ils ont mis la France. C'est une lecture. Oui, non, c'est ce qu'ils ont dit. Plein de La personnes Norvège, avaient accepté. ils ont dit que la Libye prend près de 43% ou bien 53% pour les droits d'exploitation. La Norvège, bon, il ne faut pas aller me conduire dans le débat où, comment on appelle ça, m'éloigne de l'explication pédagogique que nous devons apporter au peuple pour justifier le fait que ce que le président de la République fait, n'est-ce pas, n'est pas une bonne chose. Merci. Parce qu'il faut donner la satisfaction aux travailleurs pour qu'ils ne viennent pas vous emmerder. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous donnez satisfaction, bon, ils ne vont pas faire la grève parce que la grève, c'est l'extrême. Merci à vous, Donc, M. Parapé. voilà, on vous aura compris. Les turiféraires du pouvoir, eux, ils vont... Agapit en est un? Oui, c'est les turiféraires. Donc, parce que c'est les idéologues. On n'a pas besoin d'être ministre pour être un idéologue d'un pouvoir. C'est ça, eux, ils sont. Vous comprenez? Donc, maître, je sais que en quelques secondes. Vous avez combattu un régime dont moi j'étais je suis un produit. Oui, vous voyez déjà ce qui nous sépare. Voilà. Vous avez combattu un régime dont moi je suis un produit. Je suis un ancien militant révolutionnaire. J'ai fait les 5 d'études révolutionnaires. Donc vous combattiez un système que moi j'estimais. Et j'ai combattu que le système est tombé. Que j'estimais et que je continue d'estimer. C'est vrai, il y a eu des situations, mais je continue d'estimer que nous avons, c'est ce système-là, ce système du centralisme démocratique que nous avons besoin. On n'a pas besoin de, quand dans le pays d'analphabètes, que vous demandez aux gens d'aller au suffrage universel, un peu, c'est le vote des bêtes sauvages. Donc, moi, vous comprenez que, donc, moi, je suis ma ligne. Je ne suis pas tiliféré d'un régime du tout. Je ne connais pas, moi, j'avais rencontré, je n'ai jamais rencontré, donc, je ne le défends pas. La preuve, lui, peut-être que lui, il comprend la douleur dont vous parlez, et peut-être qu'il s'excuse peut-être. Moi, j'estime qu'il a le courage de faire ce que Mathieu Kérékou n'a peut-être pas réussi à faire en fin de son mandat, et que Boni Yahi, auquel nous on a beaucoup cru, n'a pas réussi non plus à faire. Donc du coup, pour moi, c'est le courage présidentiel que moi je salue, parce que j'estime. Vous avez dit que les gens, ils sont à bout. Non. La grève, c'est la première arme de combat au Bénin pendant longtemps. Non. Il y a eu des écrits, il y a eu des études. Et tu ne commandais pas ceux qui sont... Merci, merci à vous. Non, et nous parlions de démocratie. Le printemps arabe, quand c'est arrivé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous savez, c'est un mouvement de rue. Moi, j'ai dit, la rue ne gouverne pas. Il faut une intelligentsia pour gérer la gouvernance. Et donc, aujourd'hui, dites-moi que l'école béninoise se porte plus mal avant l'encadrement de grève. Et je vous démontrerai le contraire. Dites-moi que l'hôpital public se porte plus mal qu'avant l'encadrement des droits de grève. Maintenant, après, ce qu'il faut demander peut-être, c'est le débat public. C'est peut-être que les intellectuels doivent se saisir du débat, nourrir l'action publique. Mais ils ne le font pas. Merci à vous. Les intellectuels, les intellectuels ne font pas le débat public. C'est pas nous, quand nous on passe nos idées, c'est pas qu'on est turiféraire de qui que ce soit. Nous passons. Moi, je suis un intellectuel, je le revendique. Et je me donne ma liberté de dire ce que je pense. Qu'importe ce que d'autres vont raconter sur les réseaux sociaux en vous injurant. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'université, normalement, devrait se saisir de ces questions-là. Nous donner un certain nombre d'approches selon le cas. Les intellectuels que vous êtes, on devrait, dans la société générale comme ça, la société civile, apporter les signes. Le gouvernant, donc l'homme public, devrait pouvoir se saisir de ses contributions et analyser. Or, il se fait que tout le monde démissionne. Chacun a pris sa position. Et donc, ça fait que le débat public n'existant pas, l'homme public, lui, prend sa décision, il avance. Aujourd'hui, si on demande au peuple, on va au référendum par rapport à ces mesures-là, je suis convaincu, et vous devez l'être avec moi,
que la population, les masses populaires des villes et des campagnes, comme on le dit, approuveront ces mesures parce que ça permet au fils lambda, le gars qui n'a pas, dont les parents n'ont pas la chance d'aller en ville, au moins d'avoir accès aux services publics sans être obligé d'attendre des jours et des jours et des jours. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je crois que nous avons encore beaucoup de sujets. Nous avons encore beaucoup de sujets à aborder ce samedi. Heureusement qu'au moins on peut parler pour dire non, parce que c'est de la contradiction. Donc on n'est pas dictature. On ne peut pas. Donc on n'est pas dictature. Non, on ne sait pas que. Parce que chacun vient défendre ses idées ici. Exactement. Et justement, le gouvernant qui nous suit va voir, doit pouvoir prendre ce qui est bon, pouvoir dire bon, on n'est pas là pour critiquer, critiquer, mais chacun vient dans sa position, non pas une position dogmatique. Parce que j'ai fait des démonstrations scientifiques. Absolument. Ici. Alors dites-nous maintenant, est-ce que une loi pour octroyer au chef de l'État une prérogative visant à suspendre des peines de prison, est-ce que pour vous c'est bien fondé? Non, il faut d'abord, tu sais, nous sommes des analystes. On n'est pas là pour faire de la critiquerie. On fait des débats scientifiques. Sinon, vous n'allez pas nous inviter. Vous n'allez pas nous inviter. Et les dirigeants qui nous suivent aussi vont dire ceux-là, c'est des plaisantins, allez me les arrêter. Vous comprenez? Donc, c'est des débats scientifiques dans lesquels le scientifique doit être objectif. Et l'objectivité ne veut pas dire applaudir. Première chose, la mesure qui est prise, il faut l'analyser dans une double approche. A priori, quand on voit, on dit que c'est pas mal. Parce que quand quelqu'un est condamné, il faut expliquer à vos internautes qu'il s'agit de personnes condamnées de façon irrévocable. Ça veut dire qu'il y a condamnation définitive et condamnation irrévocable. Définitive, quand la première instance t'a condamné, bon, c'est définitif, on ne peut plus revenir là-dessus. Tu fais appel. Quand tu fais appel, donc, ça devient autorité de force jugée. C'est-à-dire, donc, c'est les magistrats supérieurs qui ont dit que ce que tu as fait, le premier juge a fait, c'est bon ou ce n'est pas bon. Si ça va à la Cour suprême, ça revient, c'est encore une voie de recours, même si ce n'est pas ordinaire, c'est toujours extraordinaire. Donc, quand la Cour suprême dit que c'est fini à décider là, ça devient irrévocable. Donc, ce sont ces genres de décisions-là, en matière pénale, où la personne a épuisé toutes les voies de recours et n'a plus aucun autre recours que d'attendre peut-être la grâce présidentielle un jour. Ou l'amnistie peut-être. Ou l'amnistie, ça dépend si c'est... Non, l'amnistie, si c'est des crimes, bon, ce qui est des infractions politiques. Vous comprenez? Bien. Donc, c'est ça, juridiquement, il faut camper. Oui. Alors, c'est dans ça, le président de la République est venu voir pour dire, ah, bon, il faut me trouver une loi qui me permette d'autoriser quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en difficulté, de suspendre sa peine pour aller se soigner et revenir, etc. Vous comprenez? Bon, à y voir de près, on dirait que c'est humanitaire. Parce que les gens sont en prison. J'ai défendu les Atao ici, ou pour qu'on obtienne leur évacuation sanitaire, ça a été la croix et la bannière. Vous comprenez? Mais ils l'ont obtenu. Parce que c'est la loi, le code de procédure pénale lui-même, qui permet à quelqu'un qui est chaud là. Mais écoute, Bada n'était pas à l'hôpital. Et il s'est évadé. Vous comprenez? S'il n'y avait pas ce dispositif, ces dispositions légales qui permettent aux régisseurs, aux gardes des sceaux et à tout l'agent pénitentiaire
de permettre à un malade d'aller à l'hôpital, bien sûr, il sera menotté. Ce n'est pas bracelet électronique comme... Donc, ces dispositions-là existaient. Mais il fallait un véritable parcours du combattant. Donc, le président de la République a vu en disant que, ah, bon, sortez-moi une loi qui me permette, moi, n'est-ce pas, de permettre à quelqu'un qui est déjà condamné de faire recours à moi et puis donc de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de cette faveur-là. Ça, c'est l'aspect positif de la chose. Mais là où nous, militants des droits de l'homme, nous voyons le caractère insidieux de la chose, mais c'est lorsqu'on dit à Monsieur le Président de la République, donnez amnistie, pardonnez à ceux qui ont, à un moment donné de leur existence, donc qui se sont mis en dehors de la légalité, soit qui n'ont pas eu la même vision politique que moi et qui ont agi d'une certaine manière que toi, gouvernant, tu as estimé que c'est en dehors du cadre légal et tu l'as mis en prison comme on nous avait mis en prison. Donc on dit bon, pardonne et faites amnistie. Il réfléchit, il dit non. Moi, je ne vais pas amnistier parce que c'est des criminels. Puis il a été dit par le porte-parole que c'est en faveur de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Donc ça veut dire que ça a une arrière-pensée politique. Quoi? La question qu'il vient de me poser par rapport à la possibilité pour le chef de l'État d'accorder la suspension des choses. Donc, c'est cette arrière-pensée politique-là qui amène le chef de l'État à modifier, à demander à l'Assemblée de lui permettre de modifier, n'est-ce pas, le code de procédure pénale. Et c'est ça, on dit non, c'est une injonction de l'exécutif dans le judiciaire. Mais pourquoi ne pas faire l'amnistie? Il peut bien faire sa loi, mais faire l'amnistie, personne ne va lui en vouloir. Donc c'est ça que nous avons critiqué en disant non, c'est vrai, c'est pas mal, mais le contexte dans lequel vous voulez que les gens... Donc ça veut dire quoi? Mais on avait fait ça à Mandela aussi quand il était en prison. On dit c'est un criminel de l'apartheid. Il n'a qu'à demander pardon. Nous aussi, on nous a demandé de demander pardon à l'époque de votre régime et PRPB, M. Agapit, de signer l'aide de clémence. Certains ont signé, mais ils ne sont pas sortis. Alors, donc, nous, on a refusé. Mais on est finalement sortis et on nous a amnistiés. Donc, c'est la voix du peuple contre la voix du dictateur. Merci à vous, Maître Baparapé. Agapit Maforikon, sur la même question. Par rapport à ça, je dis j'ai une double appréciation. La première, c'est bon, c'est pas mal, c'est social, mais d'un point de vue politique, je dis que non, c'est pas, il n'a qu'à faire l'amnistie et puis bon, tout le monde va sortir, on va continuer. Quelle est votre appréciation, Agapit? Voilà. On fera des amnisties constantes. Finalement, la loi, finalement, le juge va devenir une banalité, puisque de toute façon, quand il va finir par prendre sa décision, on attendra toujours des amnisties. C'est là que l'analyse, votre analyse pêche, et ceux qui défendent cette posture. En réalité, il y a déjà eu une amnistie en 2020. En 2020, après les législatives 2019, il y a eu une amnistie. 2019, la fin 2019. C'est pas les mêmes faits. Il y a déjà eu une amnistie sous le président Patrice Talon. Des mêmes personnes. Il y a eu une conférence politique. Il y a un certain nombre de postulats. Les postulats sont pris. Malgré l'amnistie, malgré les postulats, il y a la présidentielle 2021 a été émaillée de ce que nous connaissons. Maître disait tout à l'heure, c'est des gens qui sont jetés en prison comme nous, là, on l'a été sur le PVP. Ce n'est pas évident. Dans le cas d'Esther, malgré toute l'estime et la considération que j'ai pour les personnalités dont il est question, moi j'ai mis au fur et à mesure, durant ces moments-là, mes avis sur les comportements. Nous sommes dans un état de droit. Ils nous l'ont appris. Mon frère Joël Aïvo, mon maître par ailleurs, nous l'a appris en droit public. On connaît ces choses-là. Donc, lorsque volontairement vous portez une lutte, comme Mandela portait une lutte, il a assumé.
Donc, lorsque vous portez ce type de lutte, qui tombe sous le coup des lois, vous assumez. Si après, bon, vous êtes essoufflé, vous vous excusez. Si vous n'êtes pas essoufflé, vous continuez. Alors, donc, on ne peut pas opposer l'amnistie au chef de l'État. Moi, j'estime que ce n'est qu'une voie, et elle est parlementaire. Elle est une voie, donc, c'est une voie politique. La grâce, elle est régalienne. C'est une voie purement à la disposition du chef de l'État. Alors, est-ce que la grâce n'est déjà pas une immixtion dans le judiciaire? Dans la mesure où la grâce intervient dans les mêmes conditions globalement de procédure, peut-être pas de procédure, mais dans les mêmes conditions que ce qu'on vient de voter, avec les nuances que je vais amener. La grâce, c'est le chef de l'État qui les prend. La grâce, normalement, le fait doit terminer, donc le jugement doit prendre totalement fin. Ça veut dire que soit il y a eu appel, et donc on attend que l'appel soit vidé, soit il n'y a pas eu d'appel, et donc la condamnation devient définitive, et donc l'exécution de la peine a commencé. En tout cas, où est en mesure de démarrer. Parce que la grâce peut avoir lieu au moment même où le juge a ordonné le dépôt. Le président peut, ça dépend, c'est à lui de voir. Mais il se fait que la condamnation devient définitive. Alors, quelle est la spécificité? Le chef de l'État, alors, dispose de moyens politiques, mais un moyen régalien, de prendre, de gracier. Mais le chef de l'État gracie. Bon, lors des cours d'assises, ces criminels gracient individuellement. Mais lors des 1er août, gracient globalement des catégories donc de délinquants ou de détenus. Dans le cas d'espèce, le changement qu'on a opéré au cours de procédure pénale actuellement, c'est un changement humanitaire. Et je ne sais pas à quel moment le porte-parole a dit que c'est pour Mandougou et pour Joël Aïva. Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas entendu ça. C'est une possibilité. Une possibilité qu'ils puissent... Je ne pense pas qu'ils puissent dire que c'est pour eux. Non. Ils sont des détenus, donc ça pourrait s'appliquer c'est une possibilité. À eux. Parce qu'ils sont des citoyens et ils peuvent avoir des problématiques humanitaires. Mais il y a eu ceux qui sont morts en prison. Parce que peut-être ils n'ont pas eu leur médicament à temps. Peut-être parce que il y a plusieurs causes. Donc, le chef d'État estime que, humainement, socialement, qu'il lui fallait disposer de moyens qui sont utilisés ailleurs d'ailleurs. Que lorsque le gars a une très bonne conduite, lorsque le gars a des problèmes sérieux, c'est pas encore une grâce. Les conditions peut-être de la grâce ne sont peut-être pas encore réunies, mais des problèmes sérieux humanitaires ou sociaux font tel qu'on dit, on suspend pour une certaine année, 7 ans, l'application de la peine. Il sort, il va se soigner, il va régler son problème. Et si c'est bien, on reconduit. Et après 10 ans, il pourrait maintenant tomber dans les conditions de la grâce. Donc, il y a une procédure qui est régulièrement mise en place en la matière. Ça veut dire que... Mais ça rend davantage fort, le chef de l'État. Non, le chef de l'État est déjà fort. Il faut que les Béninois comprennent que la Constitution du Bénin fait du chef de l'État presque un monarque. Ça veut dire que le monarque détient tous les pouvoirs pratiquement. Et dans le cas d'espèce, quand on dit mission dans le judiciaire, qui nomme le garde des Sceaux? Le garde des Sceaux dispose du parquet. Le parquet qui a l'initiative de la poursuite. Quand vous regardez le dispositif même de la criminalisation dans le système français, vous allez voir que l'exécutif est déjà en plein dans le judiciaire. Qui nomme le président de la Cour suprême? Qui nomme le chef de l'État? Ne siège-t-il pas au Conseil supérieur de la magistrature? N'est-il pas le président? Quand vous regardez le dispositif, le président, l'exécutif est en plein dans le judiciaire. Donc, aucune entrave au judiciaire. Pire, mieux, dans le cas d'espèce, la procédure judiciaire doit être évacuée totalement. Le maître l'a dit. Il faut finir. Donc, le chef d'État ne suspend pas la peine. Attention. Il suspend l'exécution. Il y a une nuance. Le chef d'État n'empêche pas le juge d'aller au bout de sa procédure. Le juge va totalement au bout. Le juge de la chambre de départ, de première instance. Le juge d'appel peut-être. Le juge de cassation. Ça peut revenir, retourner, revenir. Le chef d'État n'intervient pas encore là. Sauf amnistie. Il n'y a que l'amnistie, ça c'est pas le chef de l'État, ça c'est le Parlement. Donc, et grâce, et l'initiative actuelle ne viennent qu'une fois que la condamnation devient définitive. Et donc, le juge, lui, a fini son travail. Il appartient maintenant au garant social de l'État, qui est le chef de l'État, de prendre des mesures qui lui incombent. Donc, il ne faut pas qu'on dise une mission. Non, le juge a fini. La justice a fini son travail.
Et donc, le reste relève maintenant du chef de l'État, qui est déjà fort en la matière. Il ne gagne aucun autre pouvoir particulier que donc juste de moduler une grâce. C'est-à-dire que ce qui est voté maintenant est moins que la grâce, est plus simple. Ce n'est pas pour les gens qui gracient, mais des gens qui ont des situations particulières. On leur donne des chances d'aller se réhabiliter. Et si socialement, ils corrigent ce qu'ils font, on doit pouvoir, on leur donne encore une autre chance. Et peut-être ils peuvent tomber sur la grâce. Mais je vais finir en disant ceci. Oui. Vous voyez, quand il dit qu'il faut des débats publics, voilà. Est-ce que le principe doit être la prison? À quoi sert l'individu en prison? Pourquoi on ne peut pas réfléchir sur un nouveau modèle de gestion des peines, disons des fautes commises, les réhabilitations? C'est-à-dire que quand je vois le Parlement a évolué, hein, je pense que les modifications apportées au cours de procédure pénale sont allées un peu plus dans ce type de... Mais je pense que nous devons réfléchir humainement plus loin et quitter le seuil du colon qui a créé les prisons pour créer des charges supplémentaires à l'État et scléroser des gens qui normalement devraient faire du sport, mais qui sont entassés dans des réduits et on ne peut pas parler de droits de l'homme et enfermer encore des gens. Nulle part. Ceux qui le font, des États-Unis, en France, comme n'importe où, ce n'est pas normal qu'on entasse des gens dans des cellules en disant qu'on est un pays des droits de l'homme. Donc, pour moi, la problématique même de la prison doit pouvoir être reflétée pour des gens qui ont détourné. Peut-être les crimes de sang, je peux comprendre qu'ils sont devenus de grands délinquants, mais pour quelqu'un qui a détourné, pour quelqu'un qui a peut-être un peu involontaire, qui a peut-être entraîné la mort. Ça ne serait pas encouragé? Non, quand on dit, attends, je ne dis pas de les laisser socialement, mais de trouver un mécanisme, de les réutiliser socialement dans un cadre enfermé. Si on un professeur d'université, par exemple, au lieu de l'enfermer, si on l'oblige à aller à donner des cours et il est moyennement payé, au lieu de payer la totalité, on lui paye la moitié. Et on l'oblige à aller donner des cours à des gens dans les localités, à aller faire des conférences publiques, par exemple. Est-ce qu'on ne l'utilise pas beaucoup mieux? Il y a beaucoup de réflexions qu'on pourrait faire, à mon humble avis, sur l'utilisation des personnes dont des situations peut-être hasardeuses et non prévues ont conduit en prison. Pour quelqu'un comme Joël Ayevo ou je ne sais pas s'ils sont à leur place réellement en prison, même si ce n'est pas moi qui qualifie les faits. Si les faits qualifiés les conduisent en prison, après la question de savoir, mais est-ce que c'est la prison qui leur convient ou alors un autre type donc de sanctions qui leur permettent de payer ce qu'ils doivent à la société, mais autrement. Voilà un peu. C'est pour ça que moi j'estime que cette mesure est une bonne mesure, une mesure sociale, une mesure humaine. Et en principe, on devrait encourager ce type de mesures. Et quand on a dit que ça renforce le chef d'État est renforcé par la Constitution du 11 décembre 90. C'est la Constitution faite du lieu monarque presque. Et dans tous les domaines, il est vous l'avez dit, il y a un instant, Agapit Napoléon Mafoikan. Oui. Alors, Maître Baparapé, lorsque je me retourne vers vous, par quelle alchimie Rekia Madougou et Joël Ayevo pourraient jouir de cette loi votée? Mon vis-à-vis, M. Mafoikan, a posé la problématique de la prison même. Vous voyez, je ne vais pas embarrasser la population ici avec nos articles, tout ça là, qui sont le fondement de notre métier. Mais la première disposition en matière, dans le chapitre des détentions, c'est la détention. La liberté est la règle, code de procédure pénale. La liberté est la règle et la détention l'exception. Et c'est en ce moment on a dit les conditions dans lesquelles le juge peut être amené à placer un délinquant en détention. Donc, ce qu'il a posé comme problème existe déjà. Mais on ne respecte pas ça. Deuxièmement, lorsqu'on présente un Agapit, quand il a dit est-ce que les Rekia, leur place c'est la prison actuellement. Mais on présente un Mafoikan qu'on ne présente plus. Bon, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la caution. C'est-à-dire, lorsque tu as les garanties de représentation devant le juge, on ne te met pas en prison, mais tu déposes une certaine somme, tu as des immeubles, on évalue tout ça, on dit que celui-là, il ne peut pas fuir, on te laisse.
Troisièmement, dans d'autres pays comme la Norvège et la chose, les gens ne font plus la prison. Il y a les travaux d'intérêt public en Hollande, etc. Vous comprenez? Donc, c'est pour déjà apprécier son jugement par rapport à la chose. Maintenant, là où nous ne sommes pas d'accord, mais quand une loi intervient, elle intervient des fois dans un contexte donné. Et c'est le contexte qui amène, n'est-ce pas, aux appréciations divergentes, contradictoires. Et c'est à partir de là que le décideur, l'exécutif, voit que, ah, je donne un cas. Lorsque, par exemple, on avait pris la loi sur la criette, mais les Maforicains, ils ont dit, ah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est ceci, nous, on a dit non, que si c'est une bonne chose, quelque part, c'est mauvais parce qu'il n'y a pas double degré de juridiction. Deuxièmement, c'est qu'on constate, en tout cas dans la première phase de la criette, c'est que une fois que tu n'es pas d'accord avec le président de la République, on te trouve quelque chose, on met dans le coup là, criette, c'est 20 ans, c'est 5 ans, etc. C'est ça on a déploré. C'est ça on a déploré. Mais le chef de l'État a bien compris que, ah, effectivement, on ne peut pas exister, une juridiction ne peut pas exister sans double degré de juridiction. Donc, mais quand on avait évoqué l'absence de voie de recours, c'est les mêmes là qui ont dit, mais aux assises là, il n'y a pas de voie de recours, c'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême. Mais le chef de l'État les a, comment on appelle, est venu, n'est-ce pas, démentir que, effectivement, les démentis, les désavoués. Donc, le chef de l'État les a désavoués en trouvant que, bon, ce que nous disons quand même, c'est une réalité, puisque en définitive, la criette a eu une double degré de juridiction, même si, généralement, c'est des confirmations. Mais au moins, pour le principe, ça existe. Donc, c'est ça que nous disons lorsque une loi intervient. Mais quel est le contexte dans lequel la loi est intervenue? Vous dites que, bon, en 2019, il y avait eu amnistie. Est-ce que c'est le même fait? Il n'y a pas de récidive en politique. Il n'y a pas de récidive. On va s'arrêter là. Non, je viens, il n'y a pas de récidive. En 2019, ce n'était pas les mêmes personnes. On parle de récidive lorsque ce sont les mêmes personnes. Ce n'était pas les mêmes personnes. Et ce n'est pas le même contexte. En 2021, je crois c'est 2022, non? 21 pour les élections présidentielles, c'est bien ça. Oui. Mais c'est un autre contexte. Et c'est d'autres revendications qui ont été faites. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qui a amené ces mouvements-là. Alors, on dit au chef de l'État, c'est vrai, nous-mêmes, on nous a qualifiés d'anarcho-gauchistes, de criminels, que nous, on veut renverser votre régime PRPB, par la violence, et que donc nous sommes des criminels. Non, aujourd'hui, on dit aussi que le chef de l'État a dit devant Macron que lui, il est droit dans ses bottes, que ce sont des criminels. Parce que la justice l'a décidé ici. Non, la justice, vous l'avez dit, la justice, c'est pour les hommes, c'est pas pour les animaux. Vous comprenez? La justice, c'est pour les hommes, c'est pas pour les animaux. Lorsque, dans un contexte politique, quand on parle de grâce là, mais c'est à l'époque, c'était la guillotine. C'est à l'époque, c'était, même aux États-Unis, ça existe encore, la peine de mort. Absolument. Et donc, ce système de grâce a été inséré dans la Constitution pour permettre au chef de l'État de sauver un innocent. Parce qu'on a dit, peut-être non, parce qu'on a dit dans nos principes juridiques, mieux vaut avoir un criminel en circulation que d'avoir un innocent guillotiné, donc en prison. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé le mécanisme de grâce pour qu'on dise, bon, vraiment, on ne sait jamais, si on les écoute maintenant, et des années après, on constate que ce n'était pas lui, comment on va faire? C'est comme ça que la grâce a été insérée dans la Constitution, sinon ça n'existait pas à une étape donnée. Il faut expliquer à vos internautes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas comme ça qu'on a dit, c'était le roi. C'était le roi, ce n'était pas c'était pas la République, c'était la monarchie. Donc maintenant, non, c'est vrai, c'est la Constitution française est une constitution monarchique, où le chef de l'État
vraiment... D'ailleurs, on disait de Mitterrand Voilà. que c'est un monarque Voilà. républicain. Celui-ci, on parle de Jupitarien. Donc, c'est un Jupiter. Donc, Alors, bref, Maître Parapet, je viens, oui, je vais ma expliquer question. je vais expliquer parce que vos internautes, ils ne comprennent pas. C'est les agapites là, ils embrouillent les choses, ils Non, ne non, laissent pas pas du tout, pas du tout. d'expliquer. Donc, On explique. voilà, ils expliquent, mais en embrouillant. Donc, voilà le truc de droit de grâce. Le contexte dans lequel le chef de l'État est venu sortir cette affaire-là, demander à l'Assemblée, sortez-moi un truc pour que... C'est vrai, j'ai déjà montré l'aspect positif de la chose, mais écoutez, il peut bien faire l'amnistie là, rien ne l'empêche de le faire. C'est vous qui empêchez le chef de l'État de faire amnistie en disant ah non, faut pas faire, faut pas faire. Ce sont les... Oui, les agapités et tout le reste là. Sinon, le chef de l'État est disposé. Donc, moi, je dis que je suis un militant des droits de l'homme. On doit faire un mouvement national pour toucher le cœur du chef de l'État. Et touchons le cœur du chef de l'État pour qu'il fasse l'amnistie et fasse revenir les gens. Vous comprenez? Donc, quand il fait ça, après, il peut dire, bon, voilà, j'avais été confronté à une difficulté. Maintenant, l'Assemblée, trouvez-moi une loi pour faire ceci, pour faire ça, tel qu'il est en train de le faire. On ne va pas dire, ah non, il veut faire ceci, il veut faire cela. Non. Donc, c'est le contexte qu'on apprécie. Aujourd'hui, comment... Et il a une émission grossière, je l'avais dit, dans comment on appelle le judiciaire. Le judiciaire, parce que si on remonte au droit de grâce, ce n'est pas ce que lui dit que bon, l'exécutif a. Non, c'est pas comme ça. C'est une émission dans le judiciaire. Alors aujourd'hui, Maître Parapet, très rapidement, avant qu'on puisse aller à autre chose, comment Rekia Madougou et Joe Laivo peuvent jouir de cette loi-là? C'est eux qui sont en prison. C'est eux qui sont en prison et on ne peut pas sonder le cœur du prisonnier parce qu'il a laissé ses enfants, il a laissé sa famille et ses parents font va-et-vient. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Vous comprenez? On a dit 20 ans, mais je suis sûr qu'un politicien ne fait pas 20 ans, à part les Nelson Mandela, au temps moderne là. Non, c'est pas, le chef de l'État lui-même sait qu'il ne peut pas faire les 20 ans. Mais c'est un truc pédagogique quoi, pour dire c'est moi. Donc, donnez-leur 20 ans, donnez-leur 10 ans, pour qu'ils sachent qu'on n'affronte pas. Vous voyez? Et c'est quoi de maître? Tu me dois dans le même. Oui. Même en tant qu'auxiliaire de justice. Oui. S'il est fier de ce qu'il dit. Non, je suis fier. Parce qu'on est en difficulté. On est en difficulté. Oui. Faites-moi ceci, faites-moi ça. Mais Tikenda Fali, ou bien comment il s'appelle, Jacoli, il a dit les régimes de 20 ans. Donc, il dit régime de 20 ans. Donc finalement, les présidents de tribunaux, ils sont juste là pour. Oui, certains. Certains, je suis désolé. Merci à vous. La preuve, c'est que le barreau avait décidé de ne pas aller à la criette parce qu'on connaît. Le barreau ne peut pas choisir sa juridiction. Tu peux plaider avec les pieds. Si c'est 20 ans là, on va condamner le 20 ans. C'est ça qui embrouille le jeu. Donc, c'est ça. Alors, Agapit, donc, ce qui embrouille le jeu, c'est quand le barreau se... Aïva Madougou. Oui, c'est quand j'écoute maître, c'est ça qui embrouille le jeu. On vous dit, voilà comment, séparation de pouvoir, le tribunal, machin, tout ça. À un moment, on dit que c'est le chef d'État qui dit, il faut donner 20 ans. Ouais, donc, c'est ça qui embrouille. Nous, on n'embrouille pas. Ça n'embrouille pas. Pour moi, ça n'embrouille pas. Pour moi, parce que tout le monde sait que c'est comme ça. Pour moi, le droit de grâce n'est pas un droit d'éviction du chef d'État dans le judiciaire parce que ça a été accepté. Tout comme c'est accepté qu'il soit président du Conseil supérieur de magistrature, qu'il soit premier magistrat du pays, qu'il nomme les juges, qu'il nomme les rôles, les présidents de cour de... Donc, ouais, quand il fait tout ça, là, il vous dit qu'il est le service. Donc, ce qu'on lui demande là, ce n'est qu'une déclinaison meilleure encore du droit de grâce qui est au sommet de ses pouvoirs à lui, une fois condamnation définitive. En tout cas, si c'est moi qui suis les choses là, moi, je ne vais pas faire. Maintenant, maître, vous avez parlé de contexte. Vous savez, si on tient compte du contexte, on ne fera rien. Les contextes seront toujours différents d'un temps à un autre. Le chef a un mandat de 5 ans. Il a des visions. Il est dans son second mandat. Il a envie de passer, d'atteindre les objectifs. Il se donne les moyens d'atteindre les objectifs avec le Parlement qu'il a. Donc, du coup, pourquoi il y a les régimes parlementaires, les gens veulent avoir les majorités dans les parlements? Ça fait passer leur vision. Les régimes parlementaires les plus démocratiques, justement, c'est du Parlement que viennent la majorité et l'exécutif. Donc, quand tu es là, tu fais passer ta vision. L'autre peut venir, Obamacare s'est battu pour l'avoir. Trump est venu, il a changé de détricoter, comme il peut.
C'est ça la démocratie. Moi, j'estime que le président Talon a une vision de la justice. Il a expérimenté avec la criette. Vous avez tracé l'historique. Aujourd'hui, on a maintenant une cour des affaires foncières. Tu penses que c'est quand même des grandes avancées. Nous avançons au moins au niveau du droit. Peut-être qu'aujourd'hui, nous qui sommes déjà dans l'ancien système, on ne voit pas les avancées. Moi, j'estime que ce que je fais est une avancée. Et après, le contexte va disparaître de toutes les façons. Les riches qui ne finissent pas trouver leur liberté. Donc, il y a vraiment espoir avec cette loi. Soit en espiant leur peine, soit en étant gracié ou amnistié. Moi, j'estime que de toutes les façons, chaque jour qui passe fait avancer le dispositif. Je suis confiant. Il se rapproche de la Pour vous, on va les amnistier. Le chef de l'État finira par les amnistier. Le chef de l'État, ce n'est pas... Vous le voyez là, mais ça dit... Quand vous voyez quelqu'un, il fait le shérif en public, souvent, c'est des gens de grand cœur. Les dictateurs sont comme ça. Ils ont deux cœurs. L'un pour montrer que, bon, c'est moi le dar. Donc, l'autre là, ça, c'est l'homme même ça. Et c'est cet homme-là que je dis qu'on va faire un mouvement national pour toucher le cœur du chef de l'État. Merci à vous, Maître Baparapé. Merci également à Agapite Napolo-Maforican. Quelques secondes. Je finirai, parce que lui va finir. Quand il finit, je ne vais plus parler. J'appelle. Oui, allez-y. Le mot du fin. Non, je vais revenir après par rapport à l'incident du CNHU. Par rapport à l'incident du CNHU. À tout là. Voilà. Non, je pense que quand vous parliez donc du chef de l'État, par exemple la dictature, tout ça. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous sommes dans un contexte qui avance avec des réalités du droit. Et donc, on ne peut pas... Donc, quand on opine sur une certaine réalité, non, le chef de l'État n'est pas un dictateur. Ça, au moins, quand on parle du code des dictateurs, moi, je ne sais pas si vous en avez connu, mais c'est quoi la dictature? Là également, si on rentre dans une débat, on va voir qui est réellement dictateur. Le pouvoir même est dictateur. Le concept de pouvoir, parce que quelqu'un en impose, même la majorité, c'est de la dictature d'un groupe. Donc, il faudrait si on essaie donc de fluidifier tout ça, on se rend compte que nous sommes dans les mécanismes du pouvoir démocratique. Et c'est peut-être là le plus difficile à concevoir. Moi, j'ai grandi sous le centralisme démocratique, comme je l'ai dit. Donc, une élite qui réfléchit et un parlement du peuple, de tous les corps du peuple, qui prend les décisions. C'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une option. C'est une option. Moi, je me trouve que moi, j'ai grandi, moi, j'estimais mieux que ce que j'ai grandi où tout le monde, tous les corps constitués sur le tout Parlement, par un système de désignation quand même qui reflète quand même une certaine représentation nationale. Ça me permet, moi, d'être plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, quand le Parlement prend une décision, c'est le Parlement du peuple. Merci à vous, Agapite Napolo-Maforican. Ça ne veut pas dire qu'on est en dictature. Ça ne veut pas dire qu'on est en dictature. On vous a compris. Les amis internautes auront noté les avis divergents sur ce plateau. Cette semaine, comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a eu cet incident-là qui a soulevé des tollés sur la toile, notamment le décès de 4 personnes au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga CNHU-HKM de Cotonou. Dites-nous, Maître Baparapé, comment avez-vous suivi ce dossier-là et comment avez-vous reçu les différentes décisions qui ont été prises par le président de la République par rapport à ce dossier-là? J'étais à l'étranger, comme vous le savez, quand j'ai appris le décès de ces concitoyens. D'abord, je déplore la chose et les pertes en vies humaines sont toujours un véritable manquement, un déficit pour la nation. Donc je présente en mon nom personnel et au nom de mon organisation mes condoléances à toute la nation, aux parents de ces victimes-là, et disons, lorsque sont des croyants que Dieu a donné, Dieu a repris. Nul ne sait par quel chemin, quand, où et comment nous allons partir. Cependant, par rapport à l'événement, à savoir l'absence d'électricité, ça venait détonner comme un cheveu dans la soupe lorsque le chef de l'État s'est vanté devant les investisseurs. Je reviens encore où il avait dit que c'est un recul
assure le recul démocratique, pour dire que l'électricité est presque bon marché au Bénin et qu'il peut exporter mieux que la Russie, donc l'électricité. Alors, les investisseurs n'ont qu'à venir, il y a l'électricité à volo. Lorsque vous avez dit cela, et qu'on constate que dans l'absence d'électricité, dans un centre de référence qui n'a même pas un groupe de relais, même nous, petits employés, je dis un peu petits comment on appelle le porte-parole est monté au créneau pour dire qu'il y a... C'est-à-dire, ce que je veux dire, nous, même dans nos cabinets, on a des groupes de relais. Quand on coupe le courant en même temps, dans nos domiciles, tout ça, au moment où il y avait le délestage, tout le monde a fait de groupes, il y en a de choses, mais il y en a ceux qui, dès que ça coupe, en même temps, immédiatement, et c'est ce qui devait exister dans les grands services publics, notamment le CNHU, où tout à l'heure on venait de débattre par rapport aux grèves. Alors, si il y avait un mouvement syndical qui alerte l'exécutif, en tout cas les décideurs, sur le dysfonctionnement au niveau donc de l'électricité ou sur le plateau technique, mais je suis sûr que cela n'allait pas venir puisque on aurait alerté l'opinion des décideurs sur ce manquement-là. Et c'est ça qui justifie, monsieur Agapit, les grèves. Vous voyez? Donc, c'est des conséquences à rebours de cette absence donc, de grève-là. On ne dit pas forcément, dès qu'il y a quelque chose, c'est grève, c'est grève. Mais les syndicalistes auraient pu alerter l'opinion sur ce dysfonctionnement-là et peut-être éviter les morts. Merci à vous, maître Baparapé, Agapit Nablema Foikans. Tout est leçon. Tout est une leçon dans la vie. De doter le CNHU d'un grand groupe en attendant de faire l'hôpital de référence qu'on a. Agapit Nablema Foikans, vous avez suivi ce dossier, vous avez suivi également la version du porte-parole du gouvernement. Quelles sont vos impressions sur ce sujet? Maître, tout le monde sait que les services au CNHU se sont nettement améliorés. Nettement, que la gouvernance est meilleure, que le service est de loin mieux. Tout le monde le sait. Et les usagers du CNHU le savent. Je ne suis pas le directeur, mais je n'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Oui, les dysfonctionnements peuvent arriver n'importe comment. Et quand il y a mort, c'est difficile toujours de trouver des situations atténuantes parce que celui qui a perdu un parent, il ne peut pas écouter votre langage. Il a l'impression que vous n'êtes pas humain. Parce que nous tous, on a perdu des gens dans notre vie. On sait comment c'est difficile. Mais, vous savez, les États-Unis sont un pays de grande sécurité. Il y a eu les attentats de World Trade Center. Il y a des attentats en plein jeu. À Boston, donc, la France avec le canard, le scandale de canard enchaîné. De Plantu, là. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que Charlie Hebdo, donc quel que soit le dispositif de sécurité que vous prenez, parfois il y a des dysfonctionnements, il n'y aura jamais d'accident d'avion, jamais d'accident de route, mais quelque chose a détonné, a mal fonctionné. Ce n'est pas le groupe électrogène qui n'en a pas. Le porte-parole était clair, le service de réanimation dispose d'un groupe ultra moderne. Il l'a dit. Et donc, le syndicaliste, personne n'interdit aux syndicalistes du CNHU de démontrer le contraire. Personne n'interdit l'action syndicale. Et l'action syndicale ne commence pas par la grève. Donc, dénoncer un fait n'est pas encore une faute au Bénin. Ce n'est pas dit. Donc, moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on récupère la situation du CNHU pour revenir sur cette affaire de grève. Moi, j'estime que une regrettable situation, un regrettable dysfonctionnement et qui a débouché sur des morts franchement déplorables. Et que lumière soit faite et que s'il y a des situations, s'il y a des gens qui doivent en subir les sanctions, que les sanctions justes soient. Mais vous voyez, l'action humaine ne peut jamais être efficace à 100%. Et c'est peut-être là que moi, je suis un peu embarrassé, quoi, comme je l'ai dit, partagé entre la douleur des parents, la douleur de la mémoire des défunts, le désordre sans doute du directeur général, et disons la situation d'un État qui fait tout pour améliorer le service public de la santé et qui se retrouve un peu face à une telle situation. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux depuis quand ça s'est passé. Franchement, c'est une charcuterie totale sur la gouvernance, sur le ministre, sur le DG. Je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux. Soyez un peu indulgents vis-à-vis de nous-mêmes, même si
celui qui a tué là, on ne le tue pas en même temps. On le juge quand même et on lui donne un avocat. Et donc quand même, soyons un peu indulgents. Merci. À mon humble avis. Cela dit, moi, comme je dis, je compatis à la douleur des parents et je salue la mémoire des disparus d'une manière ou d'une autre. Merci à vous. Agapite Napoléon Maforican, je rappelle que vous êtes consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Merci pour vos analyses. Merci également pour les explications de M. Baparapé qui demande un dernier mot. Oui, allez-y. Allez-y très rapidement, très rapidement. Je vous remercie. Et ensuite, je salue mon ami Agapite qui a toujours eu une ouverture d'esprit. Il est toujours à l'aise dans sa posture. Donc, de turiférer du pouvoir. Très taquin. Non, bon, c'est ça qui fait la richesse de nos débats. Sinon, ça va être insipide ou bon, on se caresse les bosses et tout ça là. Et à travers ça, bon, si notre ami, mon ami porte-parole du gouvernement, si il suit votre chose, parce que j'espère qu'il a tout un réseau pour pouvoir suivre les interventions et faire une fiche au chef de l'État pour dire, ah, voilà, c'est cela. Donc, ce que je veux dire, c'est une fois de plus, à travers votre plateau, donc, interpeller le chef de l'État sur l'ensemble de la gouvernance, notamment la gouvernance, la gestion des libertés. Donc, il n'a qu'à faire, je demande et redemande, qu'il fasse une amnistie, n'est-ce pas, ne pas écouter les gens qui ont dit « Ah, tu avais fait 2019 et ils ont fait récidive ». Non, de ne pas les écouter. Eux, c'est eux qui veulent l'enfoncer. Ils n'ont pas intérêt à ce que... Parce qu'ils mangent, c'est le mangement. Vous voyez, donc ils n'ont pas intérêt à ce que le chef de l'île veut se faire bien voir pour dire « Bon, c'est eux qui font les meilleures propositions ». Non, c'est des propositions dangereuses pour le régime. Dangereux, parce que quand tu t'attaques aux libertés, tu es... dans tes petits souliers, le chef de l'État dit qu'il est droit dans ses bottes et lui-même a reconnu que ce dossier-là empoisonne sa gouvernance aussi bien au plan interne qu'au plan international. Tous les soglos, tout le monde est allé pour dire libère. Mais c'est des sages. À l'international aussi, on dit libère. Qu'on ouvre les prisons. Qu'on ouvre les prisons. Donc, il y a plus de jugement. Non, il y a des jugements, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ceux qui sont reconnus coupables ceux à qui on a reproché les actes politiques, bon, non, c'est pas des actes politiques. Oui, non, vous voyez, donc il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin. Vous aurez compris. Donc j'ai fini. Donc, merci à vous, Maître Baparapé. Dès aujourd'hui, dès demain, il n'a qu'à, bon, le 31 décembre arrive là, bon, les élections arrivent, il n'a qu'à faire amnistie. Merci à vous, Maître Aboubakar. Mon ami Agapite a dit Baparapé. La prison n'est pas l'endroit où les rikias et les choses là doivent être. Donc, toutes sortes de personnalités qui vont merci à vous, Maître Aboubakar Baparapé. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, avocat inscrit au barreau de Cotonou, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci une fois encore pour vos échanges. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir effectué le voyage pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve demain, dimanche, pour l'inviter avec le colonel à la retraite, Louis Akani.